Bienvenue dans cette édition où il sera encore une fois question de football avec beaucoup de sujets, les terrains sur les continents justement parmi les titres, la qualité des surfaces. Nous verrons si les joueurs justement s'en accommodent ou non. Où va donc aussi le football camerounais? Toutes les catégories sont en train de couler. Justement, nous allons commenter avec des explications dans ce magazine. Et puis, grosse polémique autour du mondial au Qatar. Que se passe-t-il encore? Analyse avec nos experts. Et puis, nos éditorialistes qui sont avec nous. Tout d'abord, il s'agit de Noureddine Sali. Bonsoir, Noureddine. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Et puis, M. Mohamed Traoré, le Malien. Bonsoir José, bonsoir à tous. Voilà. La question de l'FC, comment jugez-vous justement l'attitude de la FIFA à propos du mondial au Qatar? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, de téléspectateurs qui interviennent, ou bien vous allez sur fc@africa24tv.com pour y répondre. Les surfaces de terrain, problème ou non pour l'évolution des joueurs? Est-ce un problème, est-ce un handicap? C'est le dossier, plutôt pas le dossier, mais c'est à la une de l'FC. Et le dossier, ce sera pour la deuxième partie. Mais pour commencer le débat sur le championnat du Gabon, les interventions simultanées du président de l'association justement des footballeurs professionnels du Gabon, Rémi Ebanega, qui évolue en France, à Bastia, vous le savez, en Corse. Et puis aussi l'intervention du vice-président de l'association, Axel Edou Guéma, ont-elles poussé justement les instances à prendre les choses à bras-le-corps? Je vous laisse regarder ce reportage sur place de Douglas Toutoumé. Le championnat national de football professionnel du Gabon pourrait démarrer le 21 mars prochain à Libreville avec 14 clubs. En arrêt depuis le 29 mai 2014, le National Foot a du mal à reprendre. Les clubs conditionnent la reprise du championnat au paiement des arriérés de la saison sportive 2013-2014. Outre ces arriérés, les clubs souhaitent également le paiement intégral de la subvention de 8 mois, à savoir de juillet à décembre 2014 et de janvier à février 2015. Aujourd'hui, les clubs demandent simplement qu'on leur paye ces arriérés. À partir de ce moment, ils s'engagent à faire le championnat, au moins jusqu'à la phase aller, pour leur permettre d'éponger les arriérés, pas vis-à-vis des membres des clubs, pas vis-à-vis des dirigeants des clubs, mais vis-à-vis des sociétaires, c'est-à-dire des sportifs pour lesquels des contrats ont été signés. Sauver le championnat national, c'est désormais ce à quoi s'attelle la Ligue nationale de football et toute son équipe. De nombreuses mesures, parmi lesquelles la réduction globale du budget de la LINAF de 50%, ont été prises pour atteindre cet objectif. Il s'agit de sauver le championnat professionnel parce que l'idée au départ du chef de l'État était de permettre aux jeunes de choisir désormais le football comme métier, donc de pouvoir y vivre. Et nous gardons à l'esprit cet objectif principal. Donc en réduisant les budgets, nous ne perdons pas de vue que les joueurs doivent être payés de façon conséquente. Le championnat national devrait démarrer ce 21 mars 2015 et la phase aller devrait s'achever le 20 mai prochain à Libreville. La dette de l'État vis-à-vis des clubs s'élève à 2,561 milliards de francs CFA. Voilà, Noureddine, vous pensez qu'un problème devrait se poser pour la reprise d'un championnat sur notre continent maintenant? Pourtant, il y a des sponsors un peu partout. On peut trouver facilement des sponsors, mais peut-être pas l'argent. Oui, c'est un problème qu'on peut trouver dans pas mal d'autres pays. Le Gabon, c'est l'exemple actuel. C'est vrai que on a du mal à comprendre parfois quand on a actuellement dans le monde actuel, on peut aller trouver des ressources, voire des financements, voire des sponsors, comme vous venez de le dire, cher José. Mais je pense qu'il y a des fédérations qui manquent quand même à leur présence et à leur responsabilité à la tête des clubs. Comment voulez-vous qu'un championnat marche si vous au moins alimenter le déroulement et les démarches des clubs, voire des fédérations? C'est juste impensable ce qui se passe au Gabon. Oui, et puis un championnat qui était au premier ordre depuis mai 2014. Le dernier classement remonte avec justement en tête Mangasport qui avait terminé en tête devant Mounana et AS Bitam. Et maintenant, nous allons parler des pelouses dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais aussi connaître l'avis de Mohamed Traoré sur ce problème, justement, ce championnat qui était au point mort et qui va repartir au Gabon. Oui, au point mort. En fait, la professionnalisation du football gabonais, du championnat, c'était une volonté politique. Et le problème, c'est que souvent, après, derrière les volontés politiques, il n'y a pas
forcément l'argent qu'il faut pour faire fonctionner la chose. La volonté, elle n'est pas forcément, peut-être il y a eu des demandes des clubs, mais elle n'est pas forcément de ces clubs-là parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc il fallait un accompagnement de l'État de bout en bout par rapport au financement. Tout le monde sait que les championnats en Afrique, ça va être difficile qu'ils soient financés par le sponsoring parce que tout simplement les meilleurs de l'Afrique ne jouent pas en Afrique. Oui, alors maintenant nous allons parler des pelouses, justement de la surface des terrains sur le continent. Alors tout d'abord une première question, est-ce qu'au Maroc et au Mali on connaît ce problème, messieurs, vous qui connaissez bien ces deux pays? Tout d'abord au Maroc, on connaît des problèmes sur les surfaces? Non, je ne pense pas. Tout le monde sait qu'actuellement, je ne suis pas là pour défendre le Maroc, mais actuellement je pense qu'un des pays, voire le pays qui tient la route en Afrique en vue de son infrastructure, c'est bien le Maroc. Je pense qu'il y a au moins une dizaine, voire plus de terrains qui sont aux normes internationales. Oui, vous, du côté du Mali, au Mali, il y a des pelouses qui permettent aux équipes du championnat et aux équipes nationales aussi de jouer sur des pelouses. Il y a des terrains de gazon synthétique aussi sur des terrains de seconde zone. Mais ce qu'il faut dire par rapport au problème de gazonnage, c'est vous avez, par exemple, la multitude de centres de formation, par exemple, qui se créent un peu partout, que moi je considère pour certains cas être du football de masse. Eux, ils s'entraînent souvent sur des terrains bitumés. Donc peut-être c'est sur ce point-là qu'il faudrait faire quelque chose. Merci Mohamed. Alors voyons d'abord un sujet signé Olivier Conan en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire justement qui a remporté la CAN 2015, troisième meilleure nation africaine auprès de la FIFA, mais les infrastructures font défaut justement par endroits. Regardez ce reportage. Le championnat de football de 3e division, appelé D3, est un véritable championnat national avec plus de clubs de l'intérieur du pays que d'Abidjan, la capitale économique. Il comporte 38 clubs regroupés en 4 poules. Ce championnat de niveau moyen est animé par des joueurs fiers d'y évoluer. Le championnat de D3, ce n'est pas un championnat facile. C'est un championnat très dur, un championnat très physique. C'est facile pour celui qui a le courage, pour celui qui veut se montrer au haut niveau. C'est facile pour celui qui veut se montrer au haut niveau. L'un des problèmes majeurs du championnat de D3, c'est qu'il se déroule sur des infrastructures sportives dont la qualité est sujette à caution. Ce que je déplore, c'est que la Fédération ivoirienne de football organise ces championnats amateurs sur des terrains totalement dégradés. Ça ne permet pas aux enfants de vraiment s'exprimer correctement. Sinon, il y a du talent. C'est à partir de ces divisions inférieures que nous pouvons construire des équipes cadettes progressivement pour le championnat d'élite. Ce point de vue est appuyé par les acteurs de ce championnat. La Fédération ivoirienne de football est appelée à agir positivement. Je dirais aux autorités de faire un effort quand même, de penser à nous, parce qu'on essaie de travailler, faire progresser les jeunes. Voilà, les conditions de travail sont difficiles. Par exemple, le terrain. Moi, je décris toujours le terrain. Voilà. Tous les terrains de D3 sont à peu près comme ça, et c'est pas bon. Bien que n'étant pas un football d'élite, le championnat de 3e division attire tous les week-ends un public fidèle. Amoureux du beau jeu, les spectateurs, en majorité des jeunes, viennent apprécier les équipes du football local par excellence. Alors, Noureddine, que faudrait-il faire? Il faudrait que les ministères, parce qu'ils peuvent se regrouper, que l'État aussi intervienne pour améliorer justement les conditions de pratique pour les jeunes? Je pense que tout le monde est concerné. Il n'y a pas que le ministère, il y a même les fédérations de tutelle. Je pense que c'est un travail de fond qu'il faut. Il y a vraiment une politique sportive qui doit être mise en place sur les tables, soit des fédérations, soit des ministères, pour au moins donner, quand on voit ces jeunes-là, on le sait tous que notre continent bouillit de talent. Et la preuve, on n'a pas à revenir sur les moins 17 qu'on a vu dernièrement. Même ici, il y a des talents qui viennent à un âge très très jeune pour faire les beaux jours d'autres continents. Je pense que c'est juste lamentable de voir des terrains pareils dans un pays qui vient de gagner quand même la CAN, il ne faut pas l'oublier. Donc ça devrait être un facteur mobilisateur pour les fédérations, pour tous les responsables du monde de sport en Côte d'Ivoire et ailleurs dans notre continent, au moins pour offrir le minimum à ces jeunes. Oui, alors est-ce que vous pensez, Mohamed, que les jeunes justement s'y habituent? Parce que qui parmi nous n'a pas joué sur du bitume chez nous?
Bien sûr, ils s'y habituent, mais jouer sur des terrains vagues comme ça, en fait, ça freine, je pense. Par exemple, il y a des gestes techniques, on n'a pas envie de le faire en risquant de se blesser sur des terrains comme ça. Et puis, il y a le problème des appuis. Quand on joue dans des terrains sablonneux ou sur du bitume, c'est compliqué au niveau des adducteurs des genoux. Donc, on se rend compte, il y a beaucoup de joueurs africains qui ont des problèmes au niveau des genoux ou sinon aux adducteurs. Ça vient souvent de ça selon les médecins. Surtout, ça vient de là. Donc, le cas de la Côte d'Ivoire, même l'équipe nationale A, il n'y a que le stade Félixia qui est considéré comme le plus grand stade en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas, voilà, ça fait longtemps que le stade n'est pas aux normes. Si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est pas un terrain digne d'une sélection ivoirienne. Et, vous dites Félixia? Oui, le stade Félix Houphouët-Boigny, qu'on appelle Félixia. Sinon, il y a le stade du Chaperoux aussi, qui est un petit stade, mais c'est pas des stades dignes de cette sélection. Donc peut-être dans d'autres équipes africaines, c'est compliqué parce que le football, on est en train de tout mettre en œuvre, mais la Côte d'Ivoire quand même doit pouvoir avoir des gros stades et je pense qu'ils ont des projets en ce moment pour rénover le stade Félixia d'ailleurs et en construire à Boaké aussi. Vous ne voulez pas dire Félix Eboué plutôt? Non, c'est Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, qui a un aéroport d'ailleurs à Abidjan. D'accord. Votre reportage, votre focus, c'est sur le Gabon, le championnat national de première division professionnelle du Gabon qui va débuter. Vous l'avez vu dans le premier sujet, le 21 mars prochain, en principe. Alors, les infrastructures suffisent-elles pour abriter justement l'ensemble des matchs sans problème? Quelle politique est mise en place dans ce pays pour attirer les jeunes talents, justement, qui ne sont pas forcément dans les grandes villes? Pour mieux comprendre, regardons ce reportage encore de Douglas Toutoumé, notre correspondant au Gabon. La CAN 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, a permis de mettre à la disposition des amateurs et professionnels du football gabonais des infrastructures sportives de qualité dans deux principales provinces, l'Estuaire et le Haut-Ogooué. Cependant, dans les autres provinces du pays, l'absence d'infrastructures sportives de qualité est encore un défi à relever. Très rares sont les clubs qui ont un stade propre sur lequel ils pourraient s'entraîner. Ce déficit d'infrastructures fait que plusieurs clubs jouent en dehors de leur fief. Les infrastructures sont là, mais ne sont pas de qualité pour abriter un véritable championnat de qualité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de jouer le championnat au stade de l'Amitié, par exemple, puisque le championnat n'attire pas déjà grand monde. Donc on a plus besoin, pour un peu plus de chaleur, d'utiliser les stades périphériques, aussi bien en Nzengayon qu'à Ovendo ou alors au stade Monédan de Sivan. Je crois qu'en matière de stade, le pays n'a pas de soucis. Pour attirer et détecter les jeunes talents qui ne sont pas forcément dans les grandes villes, la Fédération gabonaise de football a instruit il y a quelques mois les responsables des 9 ligues provinciales à développer des programmes de formation des jeunes. La seule possibilité pour que nous ayons des athlètes de qualité, il faut reconstruire le football. Pour reconstruire le football, il faut le faire dans les différentes ligues. Si on s'en tient à la nouvelle politique de la Fédération gabonaise de football qui a décidé de restructurer les ligues en donnant déjà une subvention de 10 millions à chaque ligue et en dotant des sièges, je pense que c'est déjà une première solution, une façon de donner la possibilité à ces ligues d'organiser des championnats provinciaux susceptibles de déceler des jeunes. Le pays compte une dizaine de stades. Certains connaissent quelques problèmes d'éclairage et ne facilitent pas les matchs nocturnes. Malgré cela, les différentes compétitions de football se tiennent. En attendant une résolution des grands problèmes d'infrastructure du football, les amoureux du Curon au Gabon se donnent déjà rendez-vous à partir du 21 mars pour une nouvelle saison sportive des rencontres de la Ligue nationale de football. Alors, mon cher Noureddine, est-ce que vous pensez que ces deux dossiers, si vous voulez bien, le revêtement, la surface et puis l'éclairage dans certains pays qui souffrent encore. Est-ce que vous pensez que ça peut améliorer encore plus le football de ces pays-là qui souffrent de ces deux problèmes que je viens de citer? Oui, il y a deux choses. D'abord, les terrains en eux-mêmes et l'éclairage. C'est vrai que dans notre pays, avec la chaleur, on est toujours appelé, s'il y a les moyens, s'il y a les possibilités de jouer en nocturne, ça serait l'idéal. Mais d'abord, avant d'avancer, de penser bien sûr aux horaires de jeu, je pense que ce que vous venez d'évoquer, José, par rapport au terrain, si on va dans une politique de donner ou bien d'organiser, d'installer plutôt des terrains
synthétique, même première, deuxième, troisième génération, on s'en fout. L'essentiel, c'est de donner le minimum aux jeunes de pratiquer le football. C'est vrai que sur le haut niveau, on dit que le synthétique n'est pas bon pour les articulations, pour la fluidité du ballon. Mais non, on s'en fout actuellement parce que quand on avait des jeunes jouer sur du sable, on dirait que c'est du football de plage, mais ça n'a rien à voir. C'est en moins, et il y a l'argent. Et surtout, il faut mettre tout le monde responsable. On a parlé des fédérations. Mais ça développe plus rapidement la musculature aussi de ces footballeurs, parce que j'ai joué comme vous-même aussi, on a beaucoup joué dans le sable et on veut jouer sur du sable. On a l'impression que ça améliore les conditions physiques. Oui, non, mais je ne parle pas dans l'amélioration, voire dans l'aspect technique de la chose. Oui, on parle des compétitions. Dans la compétition en elle-même, du synthétique, pour moi, c'est la solution pour notre continent, même du niveau climatique, comme vous le savez. Ok, Noé. J'ai vu à Bamako, dans certains sujets justement, qu'il y a de l'éclairage, par exemple, dans la ville, le pays qui met tous les moyens en œuvre pour permettre aux jeunes de se retrouver, par exemple, le soir. Tout à fait. En fait, c'est l'une des politiques de l'actuel président de la Fédération malienne de football de doter certains clubs de l'éclairage pour permettre à leurs joueurs de s'entraîner en nocturne. Donc, c'est une politique qu'il a menée. Et aussi le posage de gazon synthétique dans certains stades, notamment dans des villes du Nord. Donc, c'est des actions sur lesquelles il est en train de développer un peu partout au Mali. Mais le problème qui se pose après, c'est par exemple pour l'éclairage. On installe l'éclairage dans un club, mais le problème, c'est les frais de l'éclairage aussi. Qui va payer, qui va payer, sachant que c'est resté à la charge des clubs. Donc, il y a quelque chose à revoir là-dessus pour qu'on essaie au grand maximum de faire profiter tout le monde de ça. Les clubs aussi doivent aussi donner tout leur poids pour qu'ils puissent sauvegarder ces infrastructures-là, parce que c'est pas donné de donner du gazon synthétique à un club ou à une ville. Oui, tout à fait, parce que la gestion est toujours problématique. Il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait, et puis surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, évoquons à présent la Coupe de la Confédération, les préliminaires. Vous le savez, ont commencé avec focus sur une rencontre, notamment Rayon Sport du Rwanda contre Panthère ND du Cameroun. Le résumé signé Olivier Adjakotan. Rayon Sport obtient son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine 2015. Les Bleus Blancs ont battu 1-0 les Panthères de Ndé du Cameroun au stade Amahoro de Kigali ce 1er mars. Les locaux ont mis la pression sur leurs adversaires dès le début de la partie. Ils inscrivent l'unique but de la rencontre à la 13e minute. Au retour des vestiaires, ce sont les Camerounais qui seront dominateurs, mais font preuve de beaucoup de maladresse dans la finition des attaques. Au coup de sifflet final, le club le plus populaire du Rwanda s'impose et continue l'aventure. Je suis très content parce qu'on a gagné le match. On est capable d'aller dans la deuxième tour. J'espère que c'est bien pour nous, pour notre équipe. Oui, je suis confiant parce qu'on va préparer match par match. Maintenant, on est dans la deuxième tour. J'espère qu'on va se préparer en force pour qu'on puisse aller dans le troisième match. Rayon Sport sera face au club égyptien de Zamalek lors de la prochaine étape. Et les Bleus et Blancs veulent effectuer un meilleur parcours dans la Coupe africaine. Oui, c'est un gros morceau qui est très connu sur le continent africain et même au niveau mondial. Mais c'est l'histoire. Et la réalité se passe sur le télé. On va travailler à se préparer à un adversaire qu'on respecte, un adversaire qui se respecte beaucoup. Donc on va se préparer à conséquence pour voir si on peut gagner le match. APRFC et Rayon Sport seront face à des clubs égyptiens pour le tour suivant des compétitions de la Confédération africaine de football. Un test pour le football rwandais, car le Rwanda est la nation de l'Afrique de l'Est, occupant un meilleur rang, 68e, dans le dernier classement mondial de la FIFA. Voilà, il y a beaucoup de sports aussi au Rwanda. Attention, donc le Rwanda qui peut revenir trop fort. Tout dépendra aussi de la politique qui sera mise en place. Alors, nous allons voir un tableau maintenant avec le championnat ivoirien que nous allons commenter avec nos experts, justement. L'équipe de la SEC est premier, donc pour l'instant avec 23 points, comme vous allez le voir dans quelques petites secondes. Et puis, il y a à la 3e place l'équipe du Sporting. Et donc, vous voyez la SEC qui est en tête avec 23 points, devant Tanda, 21 points, le Sporting de
Ganoa, je ne sais pas si c'est bien Ganoa, c'est Ganoa, qui est 3e, 4e Africa Sport et 5e JCAT. Monsieur Lasek vous surprend ou pas? C'est normal que Lasek, avec sa politique, soit premier justement de ce championnat. Surtout, c'est le retour à sa place habituelle. Oui. Elle qui a régné sur le football ivoirien il y a un moment. Je pense que son retour va faire beaucoup de bien au football. Mais par contre, j'ai vu, les années se suivent, ils ne se ressemblent pas, surtout pour le CW Sport, qui a été finaliste l'année passée. On le trouve 12e dans ce championnat. Je ne sais pas, le président qu'on a eu ici, il nous a vraiment, on va dire, ébloui par son projet, par la politique qui mène à la tête de ce club-là, l'a trouvé au deuxième rang, ça fait désordre. Oui, et puis il nous redit une information que vous n'aviez pas ce soir, ou peut-être dans la semaine, nous sommes tous invités par Mohamed pour un grand dîner, parce que le Mali a gagné chez les moins de 17 ans. Nous sommes champions d'Afrique. Vous êtes champion d'Afrique. Oui, alors, dites-nous, ça marche très fort, Mohamed, chez les moins de 17 ans. Vous avez battu justement l'équipe de l'Afrique du Sud 2-0 et la 3e place est revenue à la Guinée, justement, qui bat le Nigeria 3-1. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les jeunes Maliens ont déjà des ailes pour voler très très loin? Tout à fait, ils ont des ailes. C'est une équipe de jeunes qui en voulait vraiment. Nous allons voir le tableau en même temps, pas de que vous parlez. Bien encadré par un staff technique qu'il faut féliciter, un staff qui a été renforcé par des anciens internationaux maliens comme Boubacar Diarra Beken, qui ont renforcé vraiment ce staff pour qu'il puisse aller loin dans cette compétition. Une équipe qui a fait des très bonnes phases éliminatoires, qui sort de ce tournoi avec 2 buts par match de moyenne. Avec des joueurs pétris de talent. Je peux te citer Dante, Malé, Mohamed Brahma Traoré qui est meilleur buteur de la compétition, etc. Non, vraiment, il y avait tous les ingrédients. Il y a un lien de parenté avec ces jeunes entre vous, oui. Non, j'ai pas de lien de parenté, mais bon, il y a beaucoup de Traoré en Afrique de l'Ouest. Nous sommes les plus nombreux en Afrique de l'Ouest, donc mais plus sérieusement, en fait, c'est ce qui fait plaisir d'ailleurs davantage dans cette équipe, c'est qu'il y a une diversité de la provenance des joueurs. C'est-à-dire qu'autant de Bamako que, par exemple, en région de Caille, il y a un joueur qui vient de province, etc. Donc il y a ce semblant mélange des équipes de première division, de deuxième division, de troisième division. On a vraiment pris les meilleurs pour arriver à ce résultat. Donc bravo à l'encadrement technique et à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Mais en 2 mots, ce sont des garçons qui vont vite quitter le Mali, ça, hein? Je sais que certains ont déjà des agents, il y a certains qui ont reçu des coups de fil un peu partout. Il y a des agents avec lesquels j'ai eu à discuter qui se renseignent. Voilà. Ils sont promis à aller très vite, à quitter très vite le Mali, mais je pense qu'ils vont rester avant la coupe du Monde. Ils vont rester pour la Coupe du Monde. Je ne vous demanderai pas bien sûr si vous êtes agent. Non, pas du tout. Je ne suis pas agent. Je suis journaliste, tout simplement. D'accord. Alors, parmi les infos maintenant, il y a Gernot Rohr, et vous allez le voir, sa photo, si vous ne le connaissez pas, certains téléspectateurs du moins, eh bien, qui a été appelé à la tête du Burkina Faso, qui remplace Pol Pot, justement Gernot. Et puis Florent Ibenge, qui s'est rendu en Europe et s'est envolé donc récemment pour la Yougoslavie pour saluer sa famille. Florent Ibenge, que vous voyez là, donc bien sûr, qui a porté la RDC à la 3e place de la CAN 2015. D'autres infos avec Hervé Renard, qui n'a pas encore arrêté donc sa destination. Vous allez le voir, on évoque son nom un peu partout, à Lille, dans un club anglais ou dans des clubs UP. Voilà, c'est lui, Hervé Renard. Et puis Alain Giresse, qui est annoncé en Égypte. Donc, messieurs, est-ce que vous avez un commentaire à apporter sur ces entraîneurs? Noureddine. Oui, après chaque grande manifestation comme ça, il y a les déçus, il y a ceux qui ont confirmé, qui ont donné une bonne impression. Je pense, par exemple, moi je veux rendre un hommage juste à Pol Pot, qui a quand même fait un bon travail à la tête de Burkina Faso, malgré les résultats de cette année. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas longtemps, ils ont joué une finale contre le Nigeria. Je pense qu'il a mis une certaine structure dans cette fédération et à la tête de Burkina Faso. Je pense que Gernot Rohr, quand il va arriver, il va trouver déjà une plateforme de travail pour avancer. Ok. Mohamed, rapidement. Rapidement,
d'abord, grand chapeau à Ibenge, qui est l'entraîneur de la RDC, qui entraîne aussi l'AS Vita Club, avec ses deux casquettes. Il a pu quand même faire monter le Congo à la 3e place. Donc c'est important à souligner, c'est le seul entraîneur local dont on a parlé tout de suite. Et je voulais vraiment, c'est un coup de cœur qu'il faut citer. D'accord, merci. Vous avez voulu faire un gros plan sur Florent Ibenge qui est très apprécié également. Alors, c'est la fin de la première partie de cette émission. Mesdames, Messieurs, les téléspectateurs, restez avec nous parce que dans la deuxième partie, nous allons parler du Cameroun. Mais oui, ça ne va pas du tout au Cameroun. Explication avec Jobel, je l'espère, en direct. À tout à l'heure.